Bonsoir à tous. Merci pour votre présence à ce webinaire organisé par GACD. Alors, cette conférence fait partie d'une thématique qualité de vie au cabinet dentaire qui regroupe différents sujets, prenant en considération le bien-être et l'organisation au cabinet dentaire. Alors ce soir, le thème présenté est l'empreinte du Covid dans votre activité d'un point de vue logistique, c'est-à-dire tous les aménagements à mettre en place dès maintenant et je pense fortement dans le futur. Je pense que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Notre conférencier que vous pouvez voir en ligne, bonsoir Serge, le docteur Bon, Serge Deschaux, bonsoir. expert au ministère des Solidarités et de la Santé. Alors Serge va vous faire bénéficier de ses recherches, de son expérience, et des dernières recommandations. Alors cette soirée va être faite en deux parties, si je puis dire, les 19 recommandations standards, ainsi qu'un focus sur les purificateurs d'air. Moi, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions. Vous pouvez les poser tout au long de la soirée, mais le docteur Deschaux va y répondre surtout à la fin de la première partie et en fin de conférence. Donc, vous pouvez poser vos questions par le chat. Là, il y a déjà des messages sur le chat. Alors, n'hésitez pas surtout. Cette soirée va durer environ 1 heure. Donc, c'est assez long, mais parce qu'il y a beaucoup de contenu. Donc, n'hésitez pas. Et maintenant, je vais laisser la parole au docteur Deschaux. Bonne soirée à tous et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci Emmanuel. Je remercie le GACD de m'accueillir pour cette conférence intitulée Empreinte du Covid. Alors, gravé sur le marbre ou sur le sable, voilà. Où est la question? Telle est la question. J'ai déjà essayé de vous passer ma diapositive suivante qui ne passe pas. Petit incident technique. On n'a pas retesté depuis tout à l'heure, excusez-nous. Voilà. Alors, attendez. C'est parti. C'était un peu gommé. Bon, donc comme tout membre de la HAS, je suis obligé de vous présenter ma déclaration publique d'intérêt. Je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier avec cette visioconférence. Par contre, j'ai des liens d'intérêt puisque je suis chirurgien dentiste libéral, consultant. Je suis expert auprès de la Haute Autorité de Santé dans un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail permanent d'analyse des événements indésirables graves. C'est un poste d'observation très, très intéressant parce qu'on voit arriver tous les événements indésirables graves de toutes les professions médicales et paramédicales et on les analyse. Je suis membre du comité scientifique de la mission nationale Primo du CEPIAS Pays de Loire, le CEPIAS étant Centre de prévention des infections associées aux soins. Je suis co-rédacteur de la grille technique d'évaluation pour la prévention des infections associées aux soins éditée par l'ADF. Je suis également membre de l'association Soins aux professionnels de santé, l'association SPS, et je suis expert auprès de la Cour d'appel de Rennes. Donc je suis venu là vous parler ce soir essentiellement un petit peu du cadre qui nous importe dans l'exercice de notre profession. C'est-à-dire que nous exerçons la profession de chirurgien dentiste dans un cadre, je dirais, recommandé, fortement recommandé, sinon obligatoire, géré, disons, par 19 recommandations. Et ces 19 recommandations qu'on va passer ensemble en revue sont 19 recommandations plus que jamais essentielles dans un contexte de Covid.
Donc, ce qui régit notre profession, je vous le fais tout à fait court. C'est d'abord la grille de prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie. C'est un document qui commence à dater de la DGS, qui date de 2006, qui a pris un petit peu de poussière. Mais ce qui gère également actuellement notre profession, ce qui fait référence, retenez bien, c'est la grille technique d'évaluation pour la prévention des infections associées aux soins, dont je vous disais tout à l'heure être co-rédacteur. Je vous la fais voir à l'écran, je vous fais voir ce document à l'écran. Vous pouvez vous rapprocher de l'ADF pour en faire l'acquisition. C'est vraiment la Bible actuellement en matière d'hygiène et d'asepsie. C'est là-dedans que vous trouverez les 75 critères de notre profession, dont les 19, je dirais, obligatoires et non négociable. Cette grille est un outil de DPC et c'est également la grille avec laquelle le Conseil départemental de l'Ordre fait ses visites confraternelles lors de l'installation des cabinets ou quand il y a un problème avec une consoeur ou un confrère. Les visites de cabinet se font sur cette grille d'évaluation. Voilà. Et alors, ce qui gère maintenant un petit peu plus, je dirais spécifiquement en plus dans les détails, c'est le guide HAS, la dernière édition étant du 14 mai 2020. Et ça, c'est dans le contexte strictement Covid, où vous avez des informations complémentaires de notre exercice, de nos exigences d'exercice dans le cadre du Covid. Alors, pour être complet, la dernière version vient de paraître hier. Je ne sais pas si elle est déjà en ligne, mais vous avez une dernière version de ce guide HAS qui est sur le point de paraître ou sinon qui est déjà paru. Je n'ai pas été voir aujourd'hui sur le site de la HAS, mais c'est imminent. Alors, vous allez voir pendant cet exposé que je vais souvent parler de normes. N'en soyez pas effrayés parce que vous allez comprendre que les normes dans l'exercice de chirurgie dentaire, je dirais même de médecine bucco-dentaire, je préfère maintenant le terme de médecine bucco-dentaire, les normes sont plus des partenaires que des contraintes. Ce sont vraiment des outils qui sécurisent notre exercice. On a beaucoup plus d'avantages à exercer avec des produits, avec des dispositifs normés qu'avec des dispositifs ou des produits qui ne le sont pas, en termes de sécurité et en termes également de responsabilité médico-légale. Donc, ne voyez pas la norme comme vraiment quelque chose de contraignant, c'est vraiment dans le bon sens qu'il faut le prendre. Un autre petit conseil, quand vous avez des notices de produits, je pense aux produits de désinfection, prenez le soin de bien les lire ou de les faire lire également à vos assistants ou vos assistantes. C'est très important quand même de lire les notices de produits qu'on va employer. Ça peut vous paraître un petit peu basique ce que je vous dis là, mais c'est un bon conseil. Parce que j'ai souvent vérifié que quand il y a des problèmes, les gens se disent on n'a pas lu la notice ou on pensait que c'était pareil par rapport aux précédents produits qu'on avait utilisés. Non, il faut absolument lire la notice. Je pense aux dilutions, au mode d'emploi de tous ces produits. C'est quand même très important. Voilà. Alors, comment s'organisent ces questions dans la grille d'évaluation? Vous avez d'abord une question qui vous est posée pour vous auto-évaluer par rapport à cette question. Il y a ensuite le pourquoi on vous pose cette question. Et ensuite, vous avez une sorte de bon à savoir, c'est-à-dire quelques petits détails, des astuces, des choses pratiques qui vous permettent de les mettre en œuvre. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. Réalisez-vous systématiquement une friction avec un produit hydroalcoolique avant et après chaque soin ou examen? Ça peut vous paraître banal et évident, mais bon, c'est une recommandation essentielle. Sachez que vos mains ne doivent pas porter de bijoux, ni d'alliances, ni montres, ni bracelets. Je m'étonne souvent de voir des consoeurs ou des confrères dans des journaux professionnels pendant des soins ou
posés avec souvent une montre qu'ils ont oubliée au poignet. Ça fait un petit peu bizarre, mais sachez que bon, les mains doivent être libres de tout et ni montre ni bracelet. Des ongles courts, sans vernis, vos mains visuellement propres, bien évidemment. Si vous avez changé une roue de votre voiture avant, il faudrait mieux vous laver les mains. Et il ne faudrait pas que vos mains soient poudrées parce que ça contrarie l'action de la solution hydroalcoolique. Donc, je pense souvent aux gants poudrés dont nous disposons dans nos achats parfois. Les solutions hydroalcooliques, dans le contexte, c'est pour ça que c'est en rouge là sur cette dia et sur les autres aussi, vous verrez, ce qui est en rouge est insistant sur le contexte Covid. Dans le contexte Covid, veillez à ce que dans de nombreux endroits de votre cabinet, il y ait un flacon de solution hydroalcoolique. Bon à savoir, une fois que vous avez ouvert votre flacon, il n'est, à vrai dire, alors là c'est là qu'il faut lire la notice, mais la conservation n'est que de 1 à 3 mois, hein, ce n'est pas éternel. Hein. Un flacon ouvert ne dure que 1 à 3 mois. Alors, les normes, je vous y renvoie. Sachez que l'ADF a édité ce qu'on appelle une liste positive des produits désinfectants dentaires, dans lequel, si vous avez quelques doutes, vous allez pouvoir vous référer sur les normes des produits. Nous voilà déjà à la question 2. Les gants à usage unique, là, je vais passer assez rapidement parce que bon, c'était déjà, et ça reste toujours plus que jamais d'actualité dans le contexte Covid. Les gants servent de protection physique entre les membres de l'équipe soignante et les patients, limitant ainsi les contaminations. Il faut, ça va de soi, le changer entre chaque patient. Ça va peut-être vous faire rire, mais bon, j'ai déjà rencontré des confrères qui venaient me serrer la main entre 2 patients avec une paire de gants et qui retournaient avec la même paire pour travailler. Alors, ça peut exister. Mais bon, le port des gants ne se substitue pas à la pratique de l'hygiène des mains. Il ne faut pas croire que c'est parce que vous enfilez une paire de gants que ça vous dispense d'un lavage et d'une désinfection préalable de vos mains. Un petit détail que vous ne connaissiez peut-être pas, le gant a quand même un effet relativement protecteur par rapport à une piqûre que vous pourriez vous faire. Je pense aux accidents d'exposition au sang, car quand vous vous piquez, il y a un phénomène d'essuyage de l'aiguille et ça réduit significativement l'inoculum. Alors ne vous croyez pas néanmoins à l'abri d'un accident d'exposition au sang, mais le fait que vous soyez piqué au travers d'un gant limite quand même considérablement la quantité d'inoculum, donc limite le risque d'accident, de contamination. Bon à savoir, pas de lavage de vos gants, comme je vous disais. Bon, surtout ne soyez pas tentés de laver vos gants, ni de passer de solution hydroalcoolique sur les gants, parce que les gants vont devenir poreux et vont perdre leur efficacité. Je vous fais cadeau des normes. Ceux qui veulent les noter peuvent les noter. Donc ça aussi, les gants médicaux sont gérés par des normes. En question 3, l'équipe soignante porte-t-elle systématiquement un masque chirurgical pendant chaque soin? Donc là, on arrive sur un sujet beaucoup plus, je dirais, prégnant pour le contexte Covid. Le masque chirurgical, tout d'abord. Il nous protège des gouttelettes et des projections. C'était, vous savez, c'est pas vous que je l'apprends, c'était ce masque que nous portions et que nous portons encore un peu avant l'apparition du fameux FFP2. Ce masque chirurgical a toujours raison d'être, je dirais, hors, et je vais y revenir tout à l'heure, hors d'un contexte d'aérosolisation. Il a toujours sa raison d'être. Dans les soins, dans les manipulations de pré-désinfection et de nettoyage, je pense à nos amies assistantes, s'il y en a qui sont parmi nous, je les salue. Le masque chirurgical doit être porté lors de toutes ces manipulations de pré-désinfection dans le laboratoire, dans la pièce dédiée à ce genre de choses. Les masques sont marqués CE. Alors, le masque chirurgical, retenez bien, il doit être de type 2R
est conforme à la norme NF-EN 14683. Alors, ce type de R, le R, ça veut dire qu'il est imperméable sur sa face extérieure, c'est-à-dire qu'il est déperlant. Si vous recevez quelque chose comme des gouttelettes, des choses comme ça vous protège beaucoup plus parce que la gouttelette va glisser dessus. Et cette norme NF-EN 14683 est essentielle. Tout ça pour vous dire que quand vous achetez des produits, des masques, veillez bien à voir si sur l'emballage figurent ces normes et ce type. N'achetez pas n'importe quoi. On va y revenir tout à l'heure un petit peu sur ce qu'il peut y avoir ou ce qui a pu y avoir sur le marché en termes de masques au moment où il y avait pénurie et beaucoup de masques nous arrivaient du marché d'importation chinois. C'est toujours le cas, mais il y a pas mal de cochonneries qui sont arrivées sur le marché. Ils ne protègent pas pour tout ce qui est tuberculose, SRAS, grippe aviaire. Et dans ces cas-là, il faut porter le FFP2. Idem donc pour la Covid. Le masque est changé entre chaque patient. Là, retenez bien que la durée du port du masque est limitée à 4 heures en continu. 4 heures en continu, vous pouvez porter le masque. À partir du moment où vous le retirez, où vous le manipulez, ce masque est à jeter. Donc 4 heures en continu maximum. Bon, il n'y a pas beaucoup de séances de médecine bucco-dentaire, de soins dentaires qui durent 4 heures en continu. Mais bon, ça vous donne quand même une indication. La fuite, retenez bien, la fuite autour du masque, elle est de 20%. Retenez bien les 20% parce qu'on va revenir tout à l'heure au FFP2. Vous verrez pourquoi le FFP2 est préférable au masque chirurgical. La filtration, en termes de normes, la filtration n'est mesurée uniquement que dans le sens de l'expiration du porteur. C'est-à-dire que le législateur, dont le réglementaire, a d'abord considéré que le masque chirurgical était un instrument de protection vis-à-vis du patient, que le patient ne devait pas être contaminé par le soignant. C'est pour ça qu'on a calculé, on a testé la filtration uniquement dans le sens de l'expiration du soignant. Ça ne veut pas dire que le masque chirurgical n'est pas protecteur pour le soignant. Mais bon, il a été testé uniquement dans ce sens. Vous le portez forcément dans un sens déterminé, la face bleue à l'extérieur. Quand vous le posez avec des gants, avant les gants, excusez-moi, avant les gants. Et vous le posez, vous le déposez à chaque fois après vous être désinfecté avec une solution hydroalcoolique. Alors c'est ce que je vous disais, il est porté ou jeté, mais il n'est jamais replié sous le menton. On voit souvent lors des interviews maintenant à la télé, des gens, même des soignants, porter leur masque chirurgical un petit peu fripé sous le menton. À partir de ce moment-là, il perd beaucoup en efficacité quand vous allez le remettre sur votre bouche et sur votre nez. Et on l'élimine dans la filière d'Asri. Le SARS-CoV-2, qui est l'agent viral responsable de la maladie Covid-19, se transmet majoritairement par gouttelettes, c'est-à-dire des particules supérieures à 5 microgrammes, 5 microns, excusez-moi, et par contact. C'est ce qui est dit dans tous les médias. C'est le vecteur principal du SARS-CoV-2, gouttelettes et contact. Je vais revenir tout à l'heure sur les FFP2 avec le contexte aérosolisation qui met notre profession dans un contexte quand même différent. Les gouttelettes, elles sont de 5 microns, elles sédimentent, elles tombent assez rapidement dans un rayon de 2 à 3 mètres maximum. Donc elles ne vont pas très loin. Par contre, ce qu'on appelle les droplets nucléides, tout ce qui est inférieur à 5 microns, se déshydrate rapidement et ça forme là des aérosols qui restent en suspension dans l'air. Parfois, ça peut dépasser une dizaine d'heures à être suspendu dans l'air. Et les soins dentaires sont bien inscrits à la liste AGP, Aérosol Generating Procedure. Et je vous dirais qu'avant que nous passions au FFP2, que nous demandions à corps et à cri,
il a fallu faire des pieds et des mains pour que en France, tout du moins, la profession de chirurgien dentiste soit inscrite à la liste AGP. Je passe. Le focus sur le FFP2, le fameux FFP2 que vous portez souvent, très souvent, je dirais même, et que vous aimeriez peut-être, et je m'en doute, laisser dans la remise. Malheureusement, on est parti encore pour un petit moment à porter ce genre de dispositif. La norme, c'est le KN95 pour tout ce qui vient de Chine et USN95 pour l'équivalent des USA. Quand vous voyez sur vos masques FFP2, ces deux normes, ce ne sont pas des normes, ce sont des types. C'est KN95 et USN95, ce sont l'équivalent du fameux FFP2. Alors eux, ils ont pour but de filtrer les particules de plus petite taille qui vont de 0,02 à 2 microns. Le SARS-CoV-2, c'est 0,02, c'est tout petit, mais c'est quand même encore un relativement gros virus et ça a une efficacité de filtration supérieure à 94%. Surtout, l'avantage du FFP2, je vous le laissais deviner tout à l'heure, c'est que la fuite au visage, elle est inférieure à 8%. Vous avez en souvenir que le masque chirurgical, c'était une fuite au visage de 20%. Donc, il y a un net avantage, c'est ça qui fait la grande différence entre le FFP2 et le masque chirurgical, c'est la fuite. Il filtre autant, 94%, que le masque chirurgical, mais bon, cette fuite est nettement diminuée. Sachez également qu'il existe en milieu hospitalier, mais là, on va quand même pas en arriver là, j'espère, pour les cabinets dentaires, ce qu'on appelle un fit test. C'est pour tester le masque FFP2 qui vous convient le mieux. C'est-à-dire qu'on met votre tête dans un espèce de caisson et on vous envoie dans ce caisson des odeurs et on vous demande si vous les percevez, ces odeurs, et si même vous avez le goût de certaines choses qui vous arrivent sur le bout de la langue. Si tel est le cas, le masque FFP2 n'est pas bien ajusté à votre visage. Donc, soit il faut parfaire l'ajustement, soit il faut changer de modèle, d'un modèle un peu plus enveloppant pour vous. Ça dépend des types de visage. Donc, sachez que ne prenez pas le premier masque FFP2 qui passe. S'il y en a un avec lequel vous vous sentez bien, confortable et que vous voyez qu'il est bien enveloppant, vous le gardez. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le masque FFP2 génère une gêne respiratoire. Laquelle gêne respiratoire, paradoxalement, entraîne souvent des réajustements au niveau du menton et du nez. Et ces réajustements font qu'on peut contaminer notre masque rien qu'en le réajustant. Donc, c'est un petit peu ambigu de cette gêne respiratoire qui vient, je dirais, contrarier un petit peu le bien fondé du FFP2, sa contamination potentielle par vos doigts. J'ai pas mal de témoignages de personnes qui, quand elles terminent leur journée, ont des maux de tête. J'ai même eu quelques témoignages d'évanouissement. C'était plutôt au début du masque FFP2, quand on nous l'a, je dirais, imposé, ou tout du moins fortement conseillé. On n'était quand même pas tout à fait préparé à le porter à longueur de journée. Donc maintenant, il semblerait que les choses s'arrangent un petit peu, que malgré tout, on s'habitue à tout, vous me direz, mais que les choses vont quand même un petit peu mieux autour de cela, mais c'est quand même quelque chose qui engendre beaucoup de gêne. Donc, ils sont réservés à tous les actes à risque d'aérosolisation. Ne prenez pas de masque FFP2 avec une valve. Vous allez forcément avoir un meilleur confort respiratoire, mais cette valve, je dirais, est interdite dans la mesure où elle permet le passage de votre air expiré vers l'extérieur. Donc, vous serez peut-être mieux, mais vous allez envoyer vers le patient votre air expiré qui ne sera pas bien filtré. Et là, votre utilisation, elle est limitée à 8 heures. Donc, c'était 4 heures pour le masque chirurgical, 8 heures, vous avez de la chance, 8 heures avec un masque FFP2, sans le changer, c'est quand même magnifique. Donc, je fais du mauvais humour là.
Mais vous devez quand même le changer après chaque patient qui fait partie du groupe 2 des patients définis par la HAS, c'est-à-dire les patients Covid avérés, cas contact ou Covid un petit peu suspect. Donc, quand vous avez ce genre de patient que vous avez évalué et que vous l'avez sur votre fauteuil, sachez qu'à la fin du soin, le masque FFP2, il doit être changé. Ne reprenez pas les soins suivants avec ce masque. Vous devez le changer. S'il n'y a pas de contexte, je dirais, défavorable, vous pouvez continuer à le garder sans dépasser les 8 heures. Les lunettes, je dirais plutôt dans un contexte actuel Covid, plutôt des visières. Je pense que les visières sont plus globales pour le visage, plus sécurisantes. Les lunettes, vous pouvez toujours les porter. Ce sont des lunettes protectrices qui sont assez larges, munies d'un retour sur les côtés. Mais bon, je pense qu'il faut privilégier la visière. Alors, il y a des masques chirurgicaux avec des visières intégrées, c'est pas mal non plus. Je rappelle à nos amis insistantes que la visière doit être en période Covid également portée lors des phases de pré-désinfection et de nettoyage dans le laboratoire. Là, encore quelques petites normes, mais je ne voudrais pas être indigeste à vous raconter que des histoires de normes. Une question qui est peut-être hors Covid, mais c'est quand même, vous le savez, on vit quand même dans un milieu, et vous allez l'apprendre encore par la suite, quand même dans un milieu dentaire, je dirais, relativement hostile, parce que bon, on est aussi soumis à quelques cas d'accidents d'exposition au sang, AES. Alors, il faudrait veiller à ce que dans votre cabinet, et ça fait partie des 19 recommandations que je suis en train de passer en revue, il faut que la conduite à tenir en cas d'AES soit affichée dans votre cabinet, portée à votre connaissance personnelle, bien sûr, mais à celle de vos collaborateurs et de votre personnel. Parce que ce n'est pas quand qu'on a eu un accident d'exposition au sang, qu'on est avec le doigt qui pisse le sang, qu'on est en train de chercher la procédure. Ça doit être affiché et ça doit être tout de suite lisible et compulsable. Numéro de téléphone du service à contacter doit figurer sur cette affiche. Alors, j'ai retesté avant-hier ces numéros. Si vous pouvez en prendre note déjà, on doit agir sur un accident d'exposition au sang dans un délai maximum de 4 heures. Donc, il n'y a pas de temps à perdre, ni pour vous, ni pour la personne de vos collaborateurs ou de votre personnel qui doit absolument, avant les 4 heures, avoir contacté ce numéro. Sinon, la ligne que vous avez en bas, je ne l'ai pas mise en rouge, celle-là, la 0810 630 515, c'est plutôt pour l'analyse thérapeutique. C'est un petit peu dans un second temps que vous revenez vers ce numéro pour régler, je dirais, les détails, je dirais, techniques et administratifs. Mais l'urgence, c'est ce numéro-là, sinon le 15. 0800 840 800, sinon le 15 à appeler. Ou si vous n'êtes pas trop loin de votre hôpital de référence, vous devez vous rendre directement aux urgences. Voilà, donc nous sommes censés avoir un médecin référent AES qui nous est attribué. Je vous conseille, c'est pas quand on est justement dans l'accident qu'il faut tester ces numéros. Je vous conseille de les tester et de vérifier la procédure, de vérifier les personnes vers qui vous devez aller, parce que le jour où vous en avez besoin, c'est là qu'il faut être efficace. Votre zone d'examen et de soins comporte-t-elle un lavabo? Vous allez me dire, là, on rigole. Bon, enfin bon, sachez que certains médecins n'ont pas encore de lavabo parfois dans leur cabinet. Hein. Donc un lavabo, ça nous semble tout à fait évident. Préférer une commande manuelle, non manuelle, c'est quand même préférable. Hein. Moins il y a de manipulation, mieux c'est. Avec un distributeur de solutions hydroalcooliques et de savon liquide.
et un distributeur d'essuie-mains à usage unique. Hein. Il en est terminé aujourd'hui de la serviette éponge, c'est à bannir. Vous fermez, si vous n'avez pas une commande non manuelle, une commande à cellule, vous devez fermer le robinet avec la serviette jetable qui a servi à s'essuyer les mains. Comme ça, vous ne vous recontaminez pas avec le robinet. Vous faites bien attention aux éclaboussures. Vous n'utilisez pas de serviette tissu. Et surtout, ne vous séchez pas les mains avec de l'air pulsé. Ça peut paraître séduisant parce qu'on met ses mains dans une machine là, et on les ressort toutes sèches. Et on n'a rien touché dans l'intervalle, donc ça paraît tout à fait séduisant au niveau hygiène. Mais ce n'est pas du tout le cas parce que l'air pulsé envoie dans votre cabinet une myriade de micro-organismes qui se sont fait disperser par l'air pulsé, d'ailleurs assez puissant pour pouvoir vous sécher les mains. Donc ça vous envoie plus de germes qu'autre chose. Donc à bannir. Zone de tri comporte-t-elle un collecteur d'OPCT, c'est-à-dire un collecteur pour objets piquants, coupants, tranchants, pour vos aiguilles, vos lames de bistouri, tout ça, ça doit disparaître dans un collecteur OPCT qui doit être normé. Et vous devez avoir un collecteur permettant de transporter sans risque les autres déchets. Donc là, la norme est encore passée par là. Bon, ça, c'est plus ou moins important. Néanmoins, votre prestataire en dasserie ne vous prendra pas une boîte en carton ni autre chose un peu exotique. Il ne vous prendra que des boîtes normées, vous le savez vous-même, ou sinon même il vous les fournit pour que vous puissiez mettre vos déchets. Alors, détail, je dirais, important, mais bon à connaître, surtout en période Covid, ne transportez pas vos dispositifs médicaux souillés après un soin, ne les transportez pas sans les avoir préalablement recouverts d'une serviette. Quand l'assistante ou vous-même allez prendre le plateau et le débarrasser, si votre local technique est assez loin de votre salle de soins, ce qui ne devrait pas être trop le cas normalement, mais si vous avez quelques pas à faire dans un couloir, veillez à ce que ce soit recouvert d'une serviette pour que les dispositifs médicaux ne diffusent pas de germes ni de bactéries, mais surtout ce fameux Covid qui pourrait prendre la poudre d'escampette en se faisant transporter sans protection. Donc toujours recouvrez bien d'une serviette. Alors le mieux, on va en reparler tout à l'heure, c'est aussi d'avoir un bac de pré-désinfection dans la zone de soins immédiate pour que vous puissiez mettre ces instruments directement hors circuit dans un bac de pré-désinfection. Alors, sujet qui fâche un petit peu, parce que, bon, vous savez, bon, je ne suis pas sans vous l'apprendre, notre exercice a plusieurs, je dirais, talons d'Achille, dont la qualité de l'eau de nos unités. Alors, tout le monde y réfléchit à cette fameuse qualité de l'eau. Moi, j'ai toujours à dire que s'il y avait une solution vraiment miracle autour de cette qualité de l'eau de l'unité, c'est-à-dire de ce qui sort en spray de nos instruments dynamiques, s'il y avait une solution miracle, les Français ne seraient pas les seuls informés. Je pense que le monde entier réfléchit autour de cela. Mais bon, c'est quand même cette qualité d'eau qui sort de nos sprays est quand même le talon d'Achille de la profession. On doit absolument, et c'est une des 19 recommandations, avant chaque utilisation, le matin, purger les flexibles pendant 5 minutes. Vous allez me dire 5 minutes, c'est une éternité. C'est vrai, bon, essayez de vous rapprocher de 5 minutes, mais dégorgez bien, je dirais, vos flexibles le matin, avant que le premier patient, avant qu'il n'ouvre la bouche et ne reçoive dans sa bouche vraiment une salade infecte si vous n'avez pas purgé. Alors je dis cette salade infecte, c'est ce qui se forme pendant la nuit, pendant votre absence dans les tubulures, et d'autant plus qu'il fait chaud, humide, hein, comme dans les petits tuyaux, et que vous avez éventuellement passé un week-end, ou que vous revenez de vacances et d'un mois d'arrêt. Alors si là vraiment vous envoyez dans la bouche du premier patient cette soupe, là c'est vraiment, je dirais, coupable.
Donc purge, purge, purge. Vous avez sur vos fauteuils de plus en plus des patients, je dirais, immunodiminués, je dirais immunodéprimés. Hein. Il y a de plus en plus de ces gens qui, à la faveur, je dirais, des séjours hospitaliers qui se raccourcissent, se promènent dans la nature et viennent dans vos cabinets bénéficier de soins ambulatoires. Donc, soyez bien vigilants, à bien protéger ces gens-là, ceux qui sont sous corticoïdes, les insuffisants respiratoires chroniques, les diabétiques, les séropositifs. 5 minutes donc en début de journée, donc sans les porte-instruments rotatifs, dynamiques, et 20 à 30 secondes entre chaque patient. À chaque fois que vous changez de patient, purgez ou faites purger vos flexibles pendant 20 à 30 secondes. Ça, c'est moins long, mais ça, c'est entre chaque patient. Je dirais qu'on va y revenir tout à l'heure, mais la fameuse pause d'aération de 15 minutes qui nous est fortement conseillée peut être mise à la faveur donc de cette purge. Alors, vous savez que les eaux du NIT maintenant sont préalablement désinfectées avec des produits de désinfection qui sont eux-mêmes normés. Là, vous en avez les normes, mais bon, ça ne protège pas de tout. Hein. Certains unités, si vous avez d'en changer, veillez peut-être à privilégier les systèmes automatiques, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ces manipulations à faire et de rester, je dirais, un peu bêtement au pied du fauteuil, attendre que ça se passe, vous avez des systèmes automatiques de purge où vous branchez vos instruments dynamiques dans des canules qui vous permettent de purger. Et ça vous libère du temps, ça libère le temps également de vos assistantes. Donc c'est la purge des équipements après chaque patient, 20 à 30 secondes. Je ne reviens pas dessus, je vous en ai déjà parlé. La conception des unités se prête à la formation du biofilm. Ce sont des petits tuyaux avec un faible diamètre et avec je dirais, un métrage important. Donc, ça fait une surface d'échange entre le plastique et l'eau très importante. Et à la faveur de cette grande surface se forme le biofilm. Alors, n'espérez pas décoller le biofilm par quelque produit que ce soit. Une fois qu'il est bien installé, il est bien installé. Nettoyez vos surfaces à proximité de l'unité. C'est toujours valable et de plus en plus valable en période Covid avec des produits détergents, désinfectants, et il faut absolument faire ça entre 2 patients dans la zone de soins. Vous pouvez vous contaminer par contact, vous pouvez contaminer ces surfaces environnantes de l'unité, du fauteuil, par contact manuel, par les fameuses projections, les gouttelettes qui se dégagent de vos soins, et par les aérosols des turbines, des contre-angles ou des instruments à ultrasons. Il faut absolument limiter le risque par une double aspiration. Plus vous aspirez, plus vous diminuez le risque. L'usage de la digue revient, le conseil d'usage de la digue revient en force en ce moment. Ça, c'est pour information. On en parle beaucoup, on peut être d'accord ou contre, mais bon, sachez que strictement, dans un contexte Covid, l'usage de la digue est quand même conseillé parce que ça diminue considérablement les aérosols, puisqu'on a moins de contact avec la salive. Les plateaux stérilisables à usage unique. Nettoyage, désinfection du fauteuil. Et vous évitez tout séchage aussi de vos produits que vous avez pulvérisés ou passés avec des lingettes sur les surfaces. Vous évitez ensuite de les sécher parce qu'il faut qu'ils gardent, ils ont tous un aspect rémanent. Si vous essuyez cela, vous privez d'un aspect rémanent de l'action détergente et désinfectante du produit. Toujours en faveur, tout ça, toutes ces manipulations entre chaque patient, plus que jamais en période Covid, de préférence, donc forcément pendant la pause d'aération de votre cabinet.
Alors, bon, si ce soir il y a une norme à retenir, c'est celle-ci. En période de pandémie virale, c'est la norme NFEN 14476 avec une mise à jour A2 de juillet 2019. Mais surtout, NFEN 14476, notez-la, celle-là, c'est la norme virucide que vous devez retrouver sur vos produits. D'accord ? Rangez bien normalement vos instruments et vos dispositifs par acte. C'est ce que font de plus en plus de praticiens. C'est ce qu'on appelle les TOB. Ça vous permet d'avoir beaucoup moins de contact et de manipulation. Le TOB est préparé, donc il n'y a pas normalement, sauf imprévu, d'autres instruments ou d'autres produits à sortir. Tout est là, sous la main. Veillez à fermer vos tiroirs parce que je constate que souvent, dans le feu de l'action, il nous manque un instrument, il nous manque quelque chose et on laisse le tiroir entrouvert parce qu'on a été saisir quelque chose et on a oublié de le refermer. Et ce tiroir ouvert, il est sujet à recevoir tout ce qui se redépose, les gouttelettes dans un rayon de 3 mètres et les aérosols qui vont se faire une joie de se déposer sur ce qu'il y a normalement de rangé dans vos tiroirs. Là, il y a toujours cet effet de rémanence que je vous exposais tout à l'heure sur les produits désinfectants et détergents. J'ai envie d'aller vite. Alors, un local spécifique pour le traitement des dispositifs médicaux, oui, c'est préférable que de faire toutes vos manipulations dans la zone de soins ou pas loin de la zone de soins. C'est quand même beaucoup mieux et c'est tout à fait, recommandé, sinon obligatoire, d'avoir un local spécifique pour le traitement de vos dispositifs médicaux. Bon, ça, je vous fais le cadeau de ça. C'est un petit peu comment se répartissent les différentes zones d'un cabinet dentaire entre administratives, potentiellement contaminées ou protégées. Il faut qu'elles soient quand même bien identifiées, ces zones. Toujours le rappel du transport de vos dispositifs médicaux, je dirais souillés ou usagés, protégés d'une serviette quand vous êtes dans l'obligation de les promener dans le cabinet pour aller à la salle de traitement. Veillez quand vous réaménagez votre local ou que vous êtes à la veille de construire un cabinet dentaire. Veillez à choisir des matériaux non poreux, facilement lessivables, mais maintenant tout le monde le sait, hein, les installateurs eux-mêmes n'iront jamais vous mettre aujourd'hui de la moquette au mur, ni du parquet par terre. Maintenant c'est terminé, ces choses-là, c'est complètement has-been. Maintenant, hygiène, asepsie prévalent. Alors, bonne ventilation, surtout dans vos locaux, si c'est possible, avec une VMT pour les locaux, je dirais, modernes, hein, que si vous êtes dans un immeuble ou dans une maison individuelle relativement moderne, que vous ayez une ventilation mécanique contrôlée pour que ça puisse évacuer tout ce qui est produit et vapeur d'autoclave, des choses comme ça, dans la salle de traitement des dispositifs. Le bain de bouche est fortement conseillé avant chaque soin. Là, on parle, j'ai vu passer dans la presse, là, on parle du CPC, qui est le chlorure de cétylpyridinium, qui serait un composé miracle contre la Covid, contre le SARS-CoV-2. Bon, j'émets quelques doutes, sauf avis contraire, hein, et une étude dont je n'aurais pas encore pris connaissance. Mais bon, sachez que ça existe et qu'on en parle. Néanmoins, attendez du bain de bouche avant chaque soin, uniquement, je dirais, pour être raisonnable, uniquement une activité bactéricide et fongicide. N'attendez pas l'activité virucide ni sporicide, parce que pour vraiment que ce soit efficace, je pense que votre patient doit garder son bain de bouche trop longtemps en bouche et avec des concentrations en produits actifs beaucoup trop importantes. Donc, j'émets, moi, beaucoup de doutes et le guide de l'ADF est tout à fait d'accord.
on émet beaucoup de doutes sur l'aspect virucide et sporicide des bains de bouche. Néanmoins, bactéricides et fongicides, c'est OK. Ils sont à base de chlorhexidine, d'hexitidine, et veillez à ce qu'ils soient sans alcool pour les enfants. Veillez à condamner plus que jamais le crachoir en période Covid. Hein, pas de crachoir en période Covid. Et que pour que ce bain de bouche soit efficace et puis que vous soyez en parfaite sécurité, il est quand même préférable qu'il y ait d'abord une phase de détertion, un brossage dentaire avant le bain de bouche. Hein. Donc que la personne s'isole, que le patient s'isole dans un petit coin spécialement conçu à cet effet. Les cabinets modernes aujourd'hui disposent de cet espace pour se brosser les dents. Hein. Donc détertion, bain de bouche, et de toute façon, ça diminue considérablement la charge bactérienne et fongicide, et je dirais même la charge virucide quand même, la charge virale tout de même, par effet quand même de nettoyage. Alors, un détail qui peut vous paraître un petit peu superflu, veillez à désinfecter l'opercule de chaque cartouche d'anesthésique avant utilisation. Je ne sais pas si tout le monde a cette habitude, c'est quand vous prenez la carpule, avant de la mettre dans la seringue, c'est de passer un petit coton d'alcool éthylique sur l'opercule caoutchouc du bout de la carpule pour que quand vous allez la percuter avec l'aiguille, si la petite rondelle de caoutchouc est souillée, est contaminée, alors je parle là du fameux tiroir qui est resté entrouvert, ou de la manipulation avec des gants plus ou moins douteux quand vous avez besoin d'aller rechercher une carpule parce que vous êtes à court d'anesthésie, vous allez contaminer les carpules d'à côté. Donc veillez toujours, avant de vous en servir, toujours de désinfecter cette petite rondelle de caoutchouc avant de la percuter avec une aiguille. Alors, en passage, j'espère que nos infirmières ou médecins qui nous vaccinent de la Covid font le même effort, mais je pense que oui. Je me suis fait vacciner là dernièrement. J'ai regardé, l'infirmière avait bien désinfecté l'opercule du flacon de vaccin. Normalement, il doit être percuté jusqu'à 6 fois, hein, 6 fois percuté. Jetez-vous systématiquement après chaque patient vos dispositifs médicaux à usage unique. Donc, ils doivent prendre la voie des dasseries. Il ne faut surtout pas les réutiliser, ça va de soi, puisqu'ils sont à usage unique. Bon, la tentation serait de les réutiliser. Je sais que dans certains pays, je dirais, nécessiteux, on est tenté de les réutiliser, mais sachez que dans nos démocraties actuelles, l'interdiction est absolue de la réutilisation des usages uniques. On disait un temps qu'ils étaient, je dirais, pas très écologiques ni biocompatibles. Il semblerait que les opinions s'inversent maintenant, ou tout du moins s'équilibrent, parce que, à vrai dire, si on utilise de ce genre d'instruments à usage unique, on utilise moins de détergents désinfectants dans les bains de désinfection, donc on envoie moins de cochonneries, de produits chimiques dans les eaux usées. On ne les passe pas à l'autoclave, forcément, je vous l'ai dit, c'était interdit. Donc, si on ne les passe pas à l'autoclave, on consomme moins d'énergie. Donc, je pense que le bilan, je dirais, écologique et biologique est globalement au mieux équilibré, sinon favorable peut-être à l'usage unique. On en reparlera peut-être un peu plus dans l'avenir. Alors, l'autoclave, est-ce que vos dispositifs médicaux autoclavable, je ne vais pas vous dire de mettre dans un autoclave ce qui n'est pas autoclavable pour qu'il se fasse malmener, mais tout ce qui est autoclavable doit être autoclavé. Donc, je vous fais grâce des différentes catégories de dispositifs médicaux. Vous pourrez les lire dans le guide que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ça, c'est matériel, dispositif médical critique, semi-critique, non critique. Ça vous dira dans quelle voie ils doivent partir, en autoclave ou en pré-désinfection ou en désinfection plus poussée. Alors,
Est-ce que vous immergez, on en a parlé hein, du fameux bain de pré-désinfection, est-ce que vous immergez vos dispositifs dans un bac de pré-désinfection avec une solution détergente, désinfectante, exempte d'aldéhyde. Il faut qu'elle soit absolument exempte d'aldéhyde parce que les aldéhydes coagulent les protéines et à vrai dire protègent le prion qui pourrait être présent. Donc, surtout pas d'aldéhyde. Soyez quand même rassurés, je pense qu'aujourd'hui, dans tous les produits qui sont distribués, il n'y a plus de présence d'aldéhyde dans ces produits. Hein. Mais bon, soyez vigilants quand même qu'il n'y ait pas de présence de ces produits, parce que ce sont des faux amis. Veillez à ce que vos dispositifs ne soient immergés que pendant 15 minutes à 2 heures maximum, selon la notice d'emploi. Parce que, la fameuse notice que je vous demande de lire, parce que si vous dépassez ces temps impartis, ces temps, je dirais, testés préalablement par les concepteurs du produit, vous altérez la pellicule antioxydation de vos instruments et c'est fort préjudiciable d'altérer cette jolie pellicule antioxydation qui protège la durée de vie de vos instruments. Donc, pas plus de 15 minutes à 2 heures. Alors, je pense aussi au fameux réflexe de quitter, je dirais, avec joie son cabinet le soir quand on a fini sa journée de travail et peut-être de laisser dans le bain de pré-désinfection, de laisser les derniers instruments macérer toute la nuit jusqu'au retour au matin. Là, vous ne rendez pas de bon service à vos instruments, surtout pas. Je pense aussi même aux consoeurs et aux confrères qui laissent leurs instruments parfois mariner dans le bain de pré-désinfection pendant leur week-end ou même pendant leurs vacances. Donc quand ils retrouvent le matériel, bon, le matériel est fortement quand même altéré. Sachez qu'aujourd'hui, ça c'est un petit peu de sémantique, on ne parle plus de décontamination comme on en parlait avant, on parle de pré-désinfection. Pour ceux qui ont encore en mémoire et qui ont encore le réflexe de dire « je décontamine mes instruments », on ne dit plus « je décontamine », on dit maintenant « je pré-désinfecte ». L'immersion totale dans une solution, donc vous évitez les incrustations. Je passe vite là parce que je vois l'heure qui passe. Rapidement et au plus près du fauteuil, c'est ce que je vous laissais entendre tout à l'heure. Au lieu de vous promener dans votre local avec du matériel souillé, toujours au mieux avec la petite serviette protectrice, c'est quand même mieux que vous ayez un petit ou même 2 bacs de pré-désinfection dans la zone immédiate de soins. Un gros bac, je dirais, pour tout ce qui est relativement volumineux et un petit bac pour toute la petite instrumentation, les fraises, les broches et tout ça. Il faut mieux que ce soit dans votre zone immédiate de soins, comme ça on ne prend pas de risque. Et ensuite, on emmène le bac dans le local technique. Tout ça, c'est géré toujours par une liste positive de produits édités par l'ADF au niveau des normes. Je vous ai dit les aldéhydes pour les protéines. Les formulations maintenant sont faites pour éviter quand même la corrosion, mais il ne faut pas en abuser. On parle fortement, si vous avez une réflexion à mener dans votre cabinet, pensez aux thermolaveurs désinfecteurs. Ce sont des investissements assez importants, mais je dirais en termes d'ergonomie et de sécurité de votre personnel, c'est à prendre en considération. Mais il y a un seul bémol, bon, c'est qu'il faut quand même un turnover, je dirais, relativement important de matériel dans un cabinet. Je pense que ça s'adresse plutôt au cabinet de groupe et que vos dispositifs médicaux doivent être pris en charge immédiatement et sans délai, qu'ils doivent tout de suite plonger dans le thermolaveur désinfecteur. Il ne s'agit pas de les laisser patienter, il faut directement qu'ils dégagent dans la machine. Évitez toujours pour cette durée de vie et les performances de vos dispositifs médicaux, s'il y a des choses collantes et incrustées, évitez de les gratter pour ne pas les rayer et les abîmer. Alors, le mode d'emploi, lire les notices, je ne vais pas vous refaire la même messe. Fréquence, dilution, c'est toujours ça qu'on peut toujours lire sur les notices. Et les assistantes dentaires doivent être bien au courant de ces produits. Je pense à un petit détail, c'est que si une assistante, par exemple, tombe
tombe malade et qu'elle est remplacée au pied levé par une autre assistante, intérimaire ou peu importe, d'une autre personne qui n'est pas au fait de l'organisation du cabinet, elle doit trouver sous ses yeux une organisation qui est elle-même protocolisée. Elle ne doit pas chercher dans les coins et les recoins les modes d'emploi qui ne sont pas à sa connaissance. Donc, elle doit avoir sous les yeux les fameux modes d'emploi, les principaux protocoles. Elle doit les avoir sous les yeux, sinon elle va passer à côté de quelque chose. Alors là, j'aurais une autre anecdote à vous raconter, mais je n'ai pas le temps, de passage de pouvoir entre deux assistantes qui a mené à un accident, je dirais, important en termes de sécurité du patient, parce que les consignes n'ont pas été relayées. Donc, toujours bien afficher le mode d'emploi. Alors, on arrive à la fin. Là, votre autoclave, c'est un petit stérilisateur. Dans la grande majorité des cabinets dentaires, vos stérilisateurs, vos autoclaves sont des petits stérilisateurs d'une contenance inférieure à 60 litres. Et ce sont donc, comme leur nom indique, autoclaves, ils utilisent la vapeur d'eau comme principe stérilisant. Ils doivent être, alors s'il y a encore une norme à retenir qui est essentielle, c'est la norme NFEN 13060 que vous devez avoir sur votre autoclave. Si vous n'avez pas cette norme, commencez à vous poser des questions. Ce conseil vaut également si vous êtes à la veille de changer d'autoclave, veillez à ce qu'il soit bien conforme à cette norme. La grande majorité du marché, je dirais, est pourvu d'autoclaves conformes à cette norme, bien évidemment. Mais il se pourrait que quelques autoclaves, je dirais, un petit peu moins chers et tentants, ne soient pas conformes à cette norme. Alors, là, ne faites pas l'erreur de signer un chèque pour une machine qui n'est pas conforme. Parce que là, on est vraiment sur le centre et le nerf de la guerre du cabinet dentaire. Surtout pas lésiner sur la qualité d'un stérilisateur. Donc, je vous disais, deux catégories, inférieures ou supérieures à 60 millilitres. Nous, on est plutôt dans l'immense majorité des cas avec des petits autoclaves inférieurs à 60 litres, donc gérés par cette norme, en plus avec des cycles de type B. Veillez à ce qu'ils soient bien de cycle de type B, c'est-à-dire des cycles de stérilisation qui sont conçus, qui sont paramétrés pour stériliser des dispositifs médicaux creux, fins, compliqués et des textiles, emballés ou non. Alors, de préférence emballés, puisque ce qu'on veut sortir de notre autoclave, c'est quelque chose de stérile. Pour que quelque chose soit stérile et le demeure, il faut qu'il soit emballé. Mais vous voyez, dispositifs médicaux creux, fins, compliqués ou des textiles, ça correspond parfaitement à l'exercice de la médecine bucco-dentaire. Le type N, lui, c'est les dispositifs médicaux non emballés. Et les types S, c'est, je dirais, c'est plutôt pour la désinfection spécifiée par certains fabricants. Donc, la profession, c'est NFEN 13060 et cycle de type B. Sachez que les chimiclaves, les poupinelles, ne sont pas conformes à la législation française. Donc, normalement, si vous en avez, il faut vous en séparer ou les mettre au musée de la chirurgie dentaire. Ce n'est pas conforme à la législation française. Sachez que le poupinel, vous pouvez encore le trouver, je dirais, en Europe, parce que le marché européen, je dirais, l'Europe préfère que certains pays puissent encore s'acheter peut-être des poupinelles, mais il n'a plus du tout, je dirais… Utilisation de Monsieur, masque. Je vous écoute. Allô? Oui, docteur Garofalo, si vous voulez poser une question, on va peut-être attendre que vous finissiez, docteur. Oui, je suis pas loin de terminer. Ah, il reste une question là. Une question. Là, et puis après, comme ça, les personnes pourront poser leurs questions. Voilà. Bien parti. D'accord.
Voilà. Donc, je vous disais, donc, évitez donc, Chimiclave Roupinel, surtout, maintenant, c'est depuis longtemps déjà, c'est l'autoclave. Dernière question, c'est le cycle de stérilisation uniquement donc de type B température. Donc ça correspond à une température de 134 degrés maintenue en plateau pendant 18 minutes. C'est le fameux cycle Prion. Nous, en France, on ne jure que par le cycle Prion. D'autres pays ont d'autres cycles. En Angleterre, ils en ont d'autres plus courts. Mais en France, on ne voit que par le 134 degrés, 18 minutes. À l'hôpital, c'est pareil. C'est le cycle Prion, hein, qui est un cycle incontournable. Donc, vos machines doivent être, je dirais, déjà pré-paramétrées avec ce cycle Prion. Vous avez un conseil, parce que j'ai entendu parler, moi, je fais ça beaucoup plus rapidement. J'ai un cycle 134 degrés pendant 3 minutes 5. Alors là, ce serait fabuleux, hein, ce serait beaucoup plus rapide. Mais ce test n'est pas du tout un test pour stériliser votre matériel. C'est un test, c'est juste le test Helix pour vérifier en cuve vide que votre vide d'air est tout à fait efficace et que la pénétration de la vapeur se fait bien dans les corps creux. Alors, n'utilisez ça que pour le test Helix. 134 degrés, 3 minutes 5. Utilisez ça que pour les tests Helix. Surtout pas de faux espoirs. Sachez qu'un test, qu'un cycle Prion dure quand même une bonne heure. Vous vérifierez à la fin de votre cycle que quand vous sortez vos sachets, ils ne soient pas humides. Laissez-leur un petit laps de temps d'environ 2 minutes pour qu'ils se sèchent bien. Mais si au bout de 2 minutes, vous voyez quand même que dedans, il y a encore des petites gouttes d'eau, il faut que vous les repassiez à l'autoclave parce qu'ils ne sont pas parfaitement stériles. Ou tout du moins, ils ne vont pas le rester. Le test Helix, sachez, bon, pour ceux qui utilisent encore le test Bowidic, je pense que certains d'entre vous l'utilisent peut-être. Bon, c'est peut-être pas la meilleure chose. Je dirais peut-être plutôt en termes d'économie, parce que le test Helix pour des services et une reconnaissance tout aussi bonne coûte 30 à 40 fois moins cher qu'un Bowidic. Donc, préférez le test Helix. Le test Helix, c'est vraiment le test qui convient à notre exercice et ça coûte beaucoup moins cher. Un petit conseil, si vous voulez économiser l'énergie, quand vous avez fait votre test Helix, eh bien, vous lancez tout de suite derrière, et qu'il est bon le test Helix, et vous lancez tout de suite derrière votre cycle de stérilisation pour bénéficier de la chaleur qui a été accumulée dans l'autoclave et consommer moins d'énergie. Alors, un dernier conseil pour conclure cette partie des 19 recommandations. J'ai encore un tout petit détail à vous faire voir. S'il y a dans l'évolution, je dirais, de ces recommandations, dans l'évolution à venir de ces recommandations, il y aura certainement un effort à consentir en termes de traçabilité. Ce sera l'effort que nous aurons à consentir. C'est-à-dire que ce qui me marque souvent quand je visite des consoeurs et des confrères, c'est qu'ils font tout bien. Ils font tout bien, ou presque bien. Parfois, ce sont des petits détails qui sont à revoir, mais globalement, c'est tout à fait parfait. Mais si jamais un jour, il y a un problème dans ce cabinet, qu'il y a un patient qui se pointe et qui dit « Docteur, c'est en venant me faire soigner chez vous que j'ai chopé l'hépatite B. Qu'est-ce que vous allez faire ?» Ben, vous allez lui dire, mais écoutez, c'est impossible parce que chez moi, tout est stérilisé. Mais bon, l'expert qui va se déplacer, s'il y a une procédure judiciaire, eh bien, l'expert va vous demander de prouver justement que vous avez effectivement bien désinfecté vos instruments et vous en avez bien la preuve et que vous l'avez archivé. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut absolument mettre en place une traçabilité de vos process de stérilisation. C'est bon, un petit effort supplémentaire à consentir. Bon, maintenant, il y a des outils, je dirais, informatiques, des codes barres, des choses comme ça qui vous aident. Mais commencez à prévoir cela, ne serait-ce que dans la première approche,
même en tenant des cahiers, des choses comme ça, de prévoir une traçabilité, je dirais, de procédure, parce que vous n'allez pas tracer chaque instrument à dire que la sonde numéro tant a été utilisée chez Madame Intel tel jour et telle heure. Il s'agit simplement de tracer la procédure de stérilisation, c'est de dire que tel lot qui a été utilisé dans le cadre de soins a été convenablement stérilisé. Donc on n'est pas quand même dans la traçabilité, je dirais, tout à fait utopique des instruments. Dernier point de détail, votre autoclave. Sachez que votre autoclave, ce n'est pas une simple cocotte-minute. C'est quand même du matériel de précision qui a été fabriqué comme tel avec des paramétrages en usine. Quand il sort d'usine, il arrive dans votre cabinet après quelques transports, manipulations, je dirais plus ou moins délicates. Et quand il est posé sur votre paillasse, il a quand même subi, je dirais, un certain stress. En plus, quand il est posé sur votre paillasse, il n'est pas dans les mêmes conditions, je dirais, géographiques que l'endroit où il a été fabriqué. Je parle de pression atmosphérique et de choses comme ça. Donc, il faut absolument, quand il vous est livré par le fournisseur, qu'il soit tout à fait reparamétré, qualifié sur site, qu'il vous le repasse avec une série de tests. Ça fait partie de sa qualification. Cette qualification opérationnelle, c'est une obligation de la part du fournisseur de vérifier qu'une fois arrivé et livré chez vous, il est de nouveau paramétré comme il l'était quand il est sorti d'usine. Et comme ce sont des machines qui sont soumises à de nombreux cycles, dans le temps, il se peut que les paramètres bougent un petit peu. Donc, il faut requalifier votre machine environ tous les 1000 cycles ou tous les 2 ans. Donc, veillez bien et sachez que votre autoclave n'est pas une simple cocotte-minute. Il faut en prendre soin et il faut veiller à ce qu'il soit bien qualifié et qu'il rende les services pour lesquels il a été fabriqué. Une petite pensée pour les prothésistes dentaires. En cette période Covid, et même avant la période Covid, ce conseil valait déjà, mais d'autant plus en période Covid, veillez à bien leur adresser des empreintes bien rincées et désinfectées, avec des produits dont je vous ai vanté l'efficacité, la norme virucide NF 14476. Envoyez-leur, s'il vous plaît, des empreintes bien rincées, bien désinfectées. J'ai quelques échos d'empreintes vraiment douteuses qui arrivent chez des prothésistes. C'est vraiment, c'est manquer un peu de respect à cette profession. Veillez bien à les rincer, à les désinfecter, et veillez également, puisque ça fait partie de la sécurité globale, veillez à les prévenir de votre démarche, en leur passant un petit coup de fil, en faisant un petit mot, en disant que vos empreintes sont effectivement bien désinfectées. Attendez de sa part également un retour de politesse qui vous renvoie également lui-même des travaux eux-mêmes désinfectés. D'accord ? Voilà. Donc, vous avez vu que ce n'était pas du tout, puisqu'on a repassé ces 19 recommandations, ce n'est pas quand même la révolution, puisqu'elles existaient déjà et elles vont continuer à exister, avec quelques aménagements, comme disait tout à l'heure Emmanuel, qui sont appelés ou pas à durer. Il y a des choses, j'espère qu'on aura sans doute peut-être moins de masques FFP2 au bout du nez quand cette période sera passée, mais il y aura forcément des choses qui vont rester. Donc pour l'instant, je dirais, sur les mêmes bases que nous avions avant, on serre encore un peu plus les boulons. Il faut avoir donc de bons leviers, il faut améliorer nos process, il faut améliorer nos organisations. Donc il y a peut-être même une source de plaisir, entre guillemets, à s'engager dans ce genre de démarche d'amélioration de la qualité. Et il faut prouver absolument les efforts que nous mettons tous en œuvre derrière dans notre back-office, qui, je dirais, sont des efforts relativement obscurs que personne ne connaît, mais il faut qu'on puisse les prouver. Donc, une traçabilité à doucement mettre en route, déjà dans votre tête, mais vous dire qu'un jour, on vous
vous demandera peut-être de rendre des comptes, parce qu'on est quand même dans un contexte, comme je suis expert auprès de la Cour d'appel, je vois quand même qu'il y a des patients qui sont très, je ne vais pas dire emmerdants, mais des gens très tatillons, très procéduriers. On arrive quand même sur certains profils quand même très, très embêtants. Donc, si vous avez tout sous la main, bon, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà, je crois qu'il y a oui. quelques questions, Serge. Il y a le docteur Garofalo qui souhaitait poser une question. Vous pouvez activer votre micro, docteur. Oui, voilà, bonsoir et Bonsoir. merci. Et bon, je vous voulais poser cette question à propos du port du double masque FFP2 et chirurgical, si c'est censé et utile porter les deux. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas là, vous êtes dans la politique ceinture et bretelles, là. Oui, ok. Je pense que vous faites plus plaisir qu'autre chose. Non, je ne pense pas qu'il y ait. Non, on est sur des pouvoirs de filtration qui sont largement suffisants. Alors sachez que le virus, il ne se promène pas comme ça tout nu dans l'air. Il est souvent quand même relativement enrobé, soit d'un peu de flotte ou d'autres, je dirais, ou d'autres déchets. Mais il est rarement tout nu. À l'état de ficelles d'ARN. Les ficelles d'ARN qui voltigent dans l'air, ça ne se voit quasiment pas. Donc, déjà, ce qui est à filtrer est, je dirais, normalement largement supérieur au 0,02 micron du virus. Donc, votre masque FFP2, est-ce que vous avez du mal à le supporter, ce masque FFP2? Non, ça va, on y fait l'habitude quand même. Oui, l'habitude, c'est ce que je dis. L'habitude fait beaucoup de choses. Ah oui, sûrement. Mais bon, sachez que vous êtes largement couvert. Mais veillez bien à choisir un FFP2 qui est bien ajusté à votre visage. Veillez bien. Oui, justement parce que c'est pour limiter la fuite. Là, oui, il y a le docteur Chassereau aussi qui a des questions. Merci. Les masques Merci, aussi. monsieur. Merci. De rien. Docteur Chassereau, je vous laisse la parole si vous voulez parler en direct. Oui, je vous remercie. Bonsoir. J'ai l'habitude des masques FFP2 depuis 30 ans. Très bien. Et j'utilise des masques également FFP3. Oui. Mais j'aimerais connaître à votre niveau ce que vous pensez des FFP3, protection autant pour moi que pour le patient. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on travaille dans la bouche du patient. Oui. Et qu'il faut, pour nous quand même, connaître dans quel sens le masque nous protège. Dire le masque chirurgical, c'est limite à 20%. On pense aux patients, mais on ne pense pas trop à nous. On est directement sur le patient. Et puis, une chose que je voudrais rajouter, c'est le vaccin contre la grippe. Oui. Je n'ai aucun patient qui s'est vacciné contre la grippe. Alors, ça commence à me poser des questions. Et quelle politique on peut leur proposer? Parce que maintenant, quand je prends un patient qui me précise qu'il n'a pas pris son vaccin contre la grippe, je l'invite à venir bien chaudement et j'aère à fond la salle opératoire. Je n'hésite pas à ouvrir la fenêtre et à travailler, quelle que soit la température. D'accord. Et d'autre part, une aération en pression, s'il le faut. Et je préfère aérer par la fenêtre. On va en reparler juste tout à l'heure, là, si Emmanuel nous accorde 10 minutes de l'aspect, je dirais, purification de l'air du cabinet. Oui, bien sûr, parce que la deuxième partie est sur les purificateurs. Voilà, donc je vais vous répondre là-dessus. Le FFP2, à mon sens, est largement suffisant dans notre exercice. Vous parlez de patients, vous dites bien, ne sont pas vaccinés contre la grippe. C'est ça, grippe, hein? Oui. Bon, alors c'est parce que vous avez abordé le sujet que vous savez qu'ils ne le sont pas. Oui, bien sûr. C'est la première question que je pose. Voilà, c'est très bien. Voilà. Donc, il en va. Vous savez que vous avez en tant que soignant une certaine crédibilité tout de même. Donc, le fait déjà que vous parliez vous allez vous faire vacciner ou vous êtes vacciné contre la Covid? C'est déjà fait.
Bon, c'est très bien. Donc, volontaire. vous êtes pour, vous êtes volontaire, c'est très bien. Donc, vous êtes convaincu quand même des vertus, je dirais, des vaccins, tant en termes de protection pour le soignant que de protection également pour le patient. Parce que c'est comme les masques, ça va dans les deux sens, ces histoires-là. Donc, si vous avez, je dirais, l'avantage et peut-être un tout petit peu de temps à consacrer, vous avez une mission une mission de santé publique. Il faut tenir auprès de ces gens-là des propos, je dirais, relativement réconfortants. Il faut absolument, je dirais peut-être pas les convaincre à marche forcée, mais il faut absolument leur faire déjà le fait que vous allez témoigner que vous êtes vous-même vacciné, je pense que ça les fait réfléchir. Si je ne me rappelle plus de votre nom, vous êtes le docteur Chassereau. Le docteur Chassereau. Si le docteur Chassereau c'est vacciné, si le docteur Bidule, médecin traitant de la même personne, c'est lui-même vacciné, le patient qui entend ça, parmi les soignants, il va se dire, merde, les soignants eux-mêmes se vaccinent. Donc, il va gagner quand même en confiance. À moins d'avoir des vaccinosceptiques comme il en existe, des irréductibles. Cela, vous aurez quelques difficultés à les convaincre. Mais je pense que la grande majorité des cas n'attendent que votre témoignage et quelques arguments bien sentis, bien pesés pour qu'ils y aillent. Mais là, vous m'inquiétez si vous me dites qu'aucun de vos patients n'est vacciné contre la grippe. Je vais me permettre, ça serait bien qu'on fasse la deuxième partie. Oui. Et puis, parce qu'il y a des gens qui ont certainement des obligations. Comme s'il n'y a pas d'autres questions là sur cette première partie, on passe au purificateur d'air. Et puis, de toute façon, à la fin de la conférence, les gens qui resteront en ligne pourront dialoguer avec le docteur. D'accord, on y va? On y va? Ok, c'est parti. Je n'ai frustré personne? Non. Non, bon. Mais vous pourrez revenir vers moi à la fin. À la fin, il n'y a pas de souci. Bon, alors, je vais continuer à brosser un tableau, je dirais, relativement inquiétant quand même de notre profession. On n'est quand même pas les plus avantagés, je dirais, en termes de qualité, de sécurité de notre environnement de soins. Parce qu'il y a une étude qui est sortie, éditée par le Bureau du travail aux États-Unis, qui classe quand même le chirurgien dentiste comme première profession soumise à la pollution. Alors, ça nous pose quand même quelques questions. Vous voyez, en 4e vétérinaire, vous voyez un petit peu, là, vous avez les différentes professions. Vous allez me dire, vous allez vous coucher avec un moral désastreux, mais bon, il faut dire ce qu'il est. Nous sommes quand même dans un environnement quand même relativement hostile et on ne s'en méfie pas assez. Et cette crise Covid vient nous mettre sous les yeux des problématiques qui étaient passées longtemps, je dirais, inaperçues, sauf pour certaines personnes qui y avaient sans doute déjà réfléchi. Mais pour la grande majorité des cas, la purification de l'air n'était pas je dirais, un terme tout à fait urgent en termes de recommandations. Même la grille de l'ADF ne parle que très peu de purification de l'air. Il aura fallu que la crise sanitaire vienne nous mettre sous les yeux, nous mettre au pied du mur en nous disant, au fait, qu'est-ce qu'on respire dans les cabinets dentaires? Donc, vous avez la réponse. Là, vous êtes quand même dans un hors Covid même, vous êtes déjà dans un bain d'air relativement pollué. Alors, je reprends vite fait les définitions, puisque j'aime bien les définitions, ça plante bien le décor, parce qu'on parle tous de la même chose. Qu'est-ce qu'un aérosol? Ce fameux aérosol que l'on semble redécouvrir. Là aussi, on en parlait beaucoup moins avant, et aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Chez nous, les chirurgiens dentistes, parce que c'est nous, la profession, qui est la plus soumise à ce genre de pollution. Les aérosols sont des particules solides ou liquides, très fines, qui peuvent rester en suspension dans l'air pendant une longue durée. Je vous ai parlé de plus d'une dizaine d'heures, on parle même parfois de plusieurs vingtaines d'heures. Ça peut rester en suspension. Et ça se disperse forcément sur une très grande distance. Ça ne va pas aller au-delà des murs de votre cabinet, mais ça se disperse très loin. N'utilisez surtout dans votre exercice actuel, dans le contexte actuel, évitez l'aéropolisseur.
vous pouvez utiliser tous les autres instruments dits dynamiques, les rotatifs, contre-angle, turbine. Les ultrasons, vous pouvez les utiliser également. Veillez quand même à les utiliser le moins possible et peut-être pas aussi souvent sur des personnes, je dirais, suspectes. Ne faites que des soins urgents sur les personnes suspectes ou les personnes vraiment contaminées, d'une contamination avérée. Veillez à réduire quand même cette production d'aérosols. Veillez également au niveau des réglages à diminuer un petit peu, alors qu'il était un temps, on ne comptait pas, on mettait peut-être un peu trop de flotte pour bien refroidir. Là, essayez de trouver un juste équilibre entre le refroidissement des fraises et des instruments et la production d'aérosols. Donc, une question de tâtonnement, mais essayez à la faveur de tout ça de reparamétrer un petit peu vos réglages. Alors, on se pose d'une façon tout à fait judicieuse. Moi, je ne fais aucun reproche à personne et je suis le premier à me poser la question, puisqu'on me demande, et la HAS va dans sa dernière recommandation qui est en passe de paraître, va vous le confirmer, c'est vraiment le centre de la recommandation. C'est la purification de l'air de votre cabinet. Quand on vous demande, comme disait tout à l'heure le confrère, qu'il aère son cabinet, et c'est bien lui qui est dans la vérité. Hein. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas actuellement d'autres recommandations plus fondamentales que celle d'aérer pendant 15 minutes entre chaque patient, je dirais, je vais être dans la nuance là, attention, pas entre chaque patient, mais entre chaque séance ayant produit des aérosols, vous devez aérer votre cabinet pendant 15 minutes. Donc, il est tout à fait légitime que quand on vous demande d'arrêter votre plateau technique pendant 15 minutes, vous allez me dire, vous allez pouvoir purger vos flexibles, vous allez pouvoir bien désinfecter le fauteuil, les surfaces de travail, ça, vous avez le temps pendant 15 minutes de le faire. Néanmoins, vous êtes 15 minutes à ne pas produire, je dirais, à ne pas faire de soins. Donc, il est tout à fait légitime que vous posiez la question et que le marché s'ouvre à ce genre de propositions que sont les purificateurs d'air. Sachez que c'est un marché relativement émergent, puisque les gens, même avant la Covid, se posaient, surtout en ville, dans ces milieux très pollués, se posaient la question de la purification de l'air, pour des raisons d'allergie, des choses comme ça. Il y a des gens qui cherchaient déjà autour de ça. Mais maintenant, avec la Covid, c'est un marché qui éclate. Sachez que c'est comme un marché émergent, pas plus en France qu'en Europe, je dirais dans le reste du monde. Il n'y a pas pour l'instant de recommandations claires et précises. Et surtout aujourd'hui, en période Covid, où personne ne veut trop se mouiller à dire que tel ou tel dispositif est vraiment efficace, sauf les gens qui vendent leurs machines. Mais sachez que les autorités ne prennent pas de recommandations trop claires et trop précises. On sent qu'on est dans un certain attentisme. Donc, la HAS a interrogé l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, pour savoir un petit peu ce qu'il fallait en penser. Donc, vous voyez, nous sommes dans une période un peu trouble. On a un petit peu le cul entre deux chaises et on ne sait pas trop quoi dire autour des purificateurs d'air. Sachez donc qu'il faut attendre dans les mois, je dirais peut-être même des années qui viennent, des évolutions normatives, cette fameuse norme dont je vous ai parlé, mais qui là encore va vous protéger. Il y a vraiment des normes qui sortent dans ce domaine. Et même, je dirais, et là je l'ai mis entre parenthèses avec un point d'interrogation, réglementaire. Parce qu'à trop parler de certains problèmes, après les autorités s'emparent de ce problème et vont dire c'est un dispositif qui va devenir opposable. C'est-à-dire que les cabinets dentaires vont devoir être équipés de purificateurs d'air, ça va devenir obligatoire. Méfions-nous de ce genre de démarche. Parce qu'à vouloir trop bien faire, parfois, et quand on a tout bien fait, les autorités ont tendance à nous confisquer les process et nous dire ah ben, c'est très bien, maintenant ça devient obligatoire. Donc c'est pour vous dire un petit peu que nous sommes dans une période de transition, que les questions que vous vous posez sont tout à fait légitimes, mais que nous sommes quand même dans une période de mouvance. Il n'y a pas de certitude. Donc je disais qu'on devient juste à peu près de découvrir que la médecine bucco-dentaire était productrice d'aérosols. Je suis même témoin que 3 jours avant la liste
AGP, donc des actes médicaux, tout acte médical confondu. Les actes bucco-dentaires n'étaient pas encore dans cette liste 3 jours avant la parution en France. Je me suis dit, il y a quand même quelques inquiétudes à se poser. Donc, le masque FFP2 ne nous était pas promis. Donc, il a fallu convaincre que nous étions dans une atmosphère d'aérosolisation. Tout le monde ne le sait pas. Nous sommes les premiers intéressés, mais tout le monde ne le sait pas. Donc, on vous préconise 15 minutes d'aération naturelle de la salle de soins. Ça, c'est la recommandation de l'Ordre et de la HAS, renouvelée avec le document qui va paraître demain ou après-demain. Je dirais que, en plus de ça, vous pouvez assortir ce processus, et ça ne va pas vous coûter très cher, d'un détecteur de CO2 dans votre zone de soins. Si vous voyez que le détecteur de CO2 est aux alentours de 400 à 450 ppm, c'est que votre air a été suffisamment renouvelé. C'est pour vous un petit peu le maître étalon du renouvellement de l'air dans votre cabinet. Donc, vous aérez 15 minutes d'une façon naturelle en laissant les portes fermées de votre cabinet pour qu'il n'y ait pas de courant d'air et que les virus ne se promènent pas dans les autres pièces. 15 minutes d'aération avec un détecteur CO2 pour bien juger du renouvellement de l'air. Alors, il faut que je sois complet avec vous, il existe des purificateurs d'air intérieur. Non, d'éviter. C'est des conseils. Les instruments, les machines qui vous promettent. Vous m'entendez toujours là? J'ai un problème de transmission. Non, c'est bon? C'est bon, Emmanuel? Ça coupe un petit peu, c'est vrai, ça a coupé un petit peu, mais là… Ça a coupé un petit peu, oui. Bon, là, alors, donc je disais, il y a un marché. Dans ce marché, on vous propose différentes machines. Alors, ça se décompose comme ça. Des machines à traitement physico-chimique de l'air, donc à base d'UVC, de catalyse, de photocatalyse, de plasma, d'ozonation, de charbon actif. Tous ces procédés, je dirais, séduisants sur le papier, ont tendance à engendrer des sous-produits réactionnels. Donc, ils dégradent effectivement les produits qu'ils ont captés, mais ils rejettent des sous-produits réactionnels qui sont eux-mêmes nocifs, sinon même plus nocifs que le reste. Donc, pour l'instant, toutes ces machines sont fortement déconseillées par l'INRS, même si elles font preuve de certains tests. Je vois des dossiers qui sont tout à fait convaincants, mais ce sont souvent des tests in vitro, que l'on surestime et dont on surinterprète les résultats. Donc, un bon conseil, parce que bon, il y a aussi un certain budget à mettre au bout de tout ça, évitez ça pour l'instant, puisqu'on vous les déconseille. Certains de nos consoeurs et de nos confrères pensent que les dispositifs DSVA, c'est-à-dire désinfection des surfaces par voie aérienne, de ces robots que vous laissez au milieu de votre cabinet en votre absence et qui envoient un brouillard désinfectant. Ces consoeurs et ces confrères de toute bonne foi interprètent cela comme une désinfection de l'air, en plus de la désinfection des surfaces. Ils pensent qu'en plus de désinfecter des surfaces, ce qui est la première vertu de ce genre de dispositif, ça désinfecte l'air en plus. Erreur, ça ne désinfecte pas l'air. Ça ne désinfecte que les surfaces, et encore les surfaces qui ont été elles-mêmes préalablement nettoyées. On est bien d'accord? Sinon, ça dépose une couche sur de la cochonnerie, et on retrouve la cochonnerie en dessous après. Vous aurez aussi peut-être la tentation d'être séduit par les sprays à base d'huile essentielle, alors qu'aujourd'hui on est un petit peu dans cette période bio, écolo. Ça peut paraître séduisant, mais sachez que toutes ces huiles essentielles ou substances de synthèse n'ont pas obtenu d'AMM. Donc là aussi, vigilance, attention à certaines allergies, à des crises d'asthme avec ce genre de produits. Donc, si à l'heure actuelle, j'ai un conseil à vous donner et que vous avez un choix à faire, le critère fondamental, c'est le piégeage par les filtres HEPA en bas de la diapo,
High Efficiency Particulate Air, c'est-à-dire un filtre qui piège carrément les particules, qu'elles soient bactériennes ou virales, ça piège. Et pour que ça piège, il faut qu'il ait une norme minimale H13 sous une norme EN 1822.1. Ça, notez bien, donc un filtre HEPA d'une classe minimum H13 selon la norme EN 1822-1. Ça, c'est essentiel. Bon, ça peut monter à H14. Les performances sont encore supérieures, mais minimum H13, ça passe. Veillez aussi, faites bien attention, et je dirais même que c'est plus une question de professionnel. Veillez bien à ce que ça n'entraîne pas un brassage important de l'air. Il ne faut pas que ce genre de machine, avec un débit trop important, entraîne un brassage de l'air et que ce brassage de l'air favorise, avant qu'il ne soit absorbé, favorise la diffusion des virus. Donc, attention. Et de toute façon, disent aujourd'hui également les recommandations, ces machines, même si elles sont relativement performantes, ces machines HEPA, elles ne dispensent pas, et ça va redonner encore tout à fait crédit et raison à notre confrère qui est intervenu tout à l'heure, ça ne dispense pas du système de ventilation avec l'air extérieur. Ça reste vraiment la base de tout. Ça vient en complément, ça peut vous sécuriser, ça peut sécuriser vos patients, mais la base, c'est quand même l'aération extérieure. Voilà. Bon, les climatiseurs, il faut c'est quand il va faire un petit peu chaud, ça. Il faudra arrêter pendant les soins parce que ça brasse l'air. Et 15 minutes après l'arrêt, la VMC, elle doit être normalement, j'en ai parlé avec un ingénieur qui s'occupe de toutes ces affaires-là, il faudrait dans l'absolu la neutraliser pendant les soins pour que ça n'entraîne pas un courant d'air. Et éviter tout ce qui est ventilateur, le simple petit ventilateur là, qui apaise en brassant de l'air pendant l'été, là, qui nous permet un petit peu de souffler. Là, c'est surtout en période Covid, c'est à bannir absolument. Pour vos salles de soins, bornes, parce que toutes les salles de soins n'ont pas, je dirais, l'avantage d'avoir une fenêtre, il faut que cette salle soit équipée d'une centrale de traitement d'air, une CTA, en tout air neuf. C'est-à-dire qu'elle renouvelle en tout air neuf, en air neuf, pendant un minimum de 6 volumes par heure. Donc, vous voyez, c'est quand même des machines assez importantes. Pensez à votre local technique, parce que l'air qui s'en va aspirer retourne dans le local technique et il faudrait qu'il y ait un filtre HEPA dans ce secteur pour filtrer l'air qui arrive de la zone de soins dans le local technique. Et pareil avec le compresseur qui peut être dans le même local et que si l'air est contaminé dans le local technique, il est repris par le compresseur et il repasse par vos turbines. Donc vous voyez, on se mord la queue dans cette histoire. Donc je pense que c'est une histoire quand même de gens sérieux. Non pas que nous ne sommes pas sérieux, mais nous sommes des chirurgiens dentistes et je dirais on a déjà beaucoup à faire, à bien faire notre métier. Je pense qu'il faut, dans ce genre de choses, il faut se rapprocher des fabricants, des installateurs et des et des responsables de maintenance. Parce que tous ces dispositifs dont je vous ai parlé, surtout le filtre HEPA, ces machines-là ont besoin d'une maintenance. Donc, c'est pas uniquement à acheter, à brancher, et puis on s'embrasse et on laisse agir. Donc, ce sont des choses sérieuses, tout comme l'autoclave. Mais je pense qu'il est, pour l'instant, moi, personnellement, à moins d'une urgence absolue, de paramètres vraiment spécifiques à certains cabinets, il faut quand même, je pense, il est urgent d'attendre. Voilà, dans quoi vous respirez? Dans des aérosols contaminés, avec ou sans Covid, je l'espère, mais bien avant le Covid, il y avait déjà des bactéries qui se promenaient et d'autres virus. Des vapeurs, des particules émanant des produits de nettoyage, de désinfection, des médicaments. Du mercure, on en utilise beaucoup moins, mais du bisphénol, des nanoparticules, des agents CMR qui sont cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, des produits de désinfection, des sprays.
Même vos meubles sont à l'origine d'émissions de ce genre de produits mutagènes. Et je n'oubliez pas le bruit, parce que si vous rajoutez en plus du bruit que vous subissez à longueur de journée avec vos turbines, si vous rajoutez encore une machine qui fait encore un peu plus de bruit et qui ne vous rend aucun service, ce n'est pas la peine. Voilà, je prends vos questions sur cet aspect. Alors, je crois que le docteur Chassereau a une question. Allez-y. Oui, une observation intéressante, parce que j'ai étudié la VMC. Oui. Et puis, je l'ai remplacée par une VRP, c'est-à-dire une ventilation à air, en insufflant l'air. C'est-à-dire, je prends l'air de l'extérieur, oui. Il y a un moteur qui envoie l'air de l'extérieur vers l'intérieur. L'air est pressurisé, si vous voulez, en compression dans la salle. Vous êtes en surpression, alors? En surpression, voilà. C'est une technologie qu'on ne connaît pas en France. C'est la technologie des chambres stériles, ça. C'est de les mettre en surpression pour que l'air extérieur ne rentre pas dedans. Voilà, c'est ça. C'est un procédé très simple. Oui. Et alors que la VMC, c'est très compliqué. Il y a du filtrage et tout. Et puis, ça renouvelle l'air, la VMC. Alors que là, on a vraiment l'air qui est pressurisé dans la salle opératoire et qui est évacué à nouveau vers l'extérieur. Et c'est des cycles de combien? Elle fonctionne à… C'est en permanence. En permanence. Donc, bon, je ne suis pas au fait de cette technique. Hein. J'ai entendu parler dans les chambres stériles. Mais néanmoins, cette surpression entretient… alors, soit… comme dans une chambre stérile d'hôpital, une asepsie augmentée, mais si vous faites, je pense, des soins dans une atmosphère, vous êtes entouré des conseils d'un professionnel, je suppose? Oui, c'est une société qui est à Nantes, qui fait ça. Mais moi, mon premier réflexe, c'est de me dire, vous travaillez dans une atmosphère en surpression, donc qui interdit les échanges d'air avec l'extérieur. Non, ça vient de l'extérieur dans le local. D'accord. Mais ça vous met quand même dans une bulle au niveau de l'air repart par. Oui, mais j'entends bien, mais la surpression, elle ne règne que dans votre cabinet, quoi. Oui. Voilà, elle ne règne pas dans la salle d'attente, elle ne règne pas dans… Si, ça peut faire tout. Ça peut faire. C'est un petit cabinet de 50 mètres carrés. Ah, d'accord. Donc c'est tout le local, c'est tout le… Oui, ben là, ça prend plus de sens. Ça prend plus de sens que de vous cantonner, vous, dans votre zone de soins, dans une surpression. Oui. Ouais, je note, moi, je n'ai pas d'avis tranché hein, là-dessus. Si ça sort, si ça sort d'un professionnel, je dirais… Je peux vous envoyer les documents. Ah oui, ça me serait utile. Vous allez avoir à la fin du diaporama, je vais vous mettre mon adresse. Je serai preneur sur cette solution. Je verrai ça avec la personne, avec le consultant là, qui suit ces affaires-là. Je lui poserai la question et je reviendrai vers vous. Oui. OK. Avez-vous d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas, je peux réactiver votre micro si vous avez des questions. Ah oui. Même vous pouvez revenir, là, on est à la fin, là. J'avais un tout petit truc à vous faire sur les risques psychosociaux, mais je vais vous en faire cadeau, je vais pas vous achever. Je prends les dernières questions, là. Allez-y, si vous voulez revenir sur ce que j'ai dit avant, vous pouvez. Il y a la désinfection là, de l'air. Oui. Bon, je me suis beaucoup intéressé à toutes les solutions. Oui, bien sûr. À la finale, comme vous, j'ai une méfiance des filtrages puisque il faudrait changer sans arrêt les filtres. Il y a une maintenance relativement oui, difficile à… J'avais vu la désinfection de Medi100 là. C'est des charges ioniques qui sont envoyées dans la salle. Oui. Et il n'y a pas de brassage d'air, il n'y a pas ce brassage d'air qu'il y a avec les autres appareils. C'est une technologie de l'aérospatiale, ça vient de Toulouse. Oui. Mais j'ai vu, ils m'ont démarché aussi. Moi, j'ai quelques doutes aussi là-dessus. Oui. C'est les fameux ions négatifs. Oui, c'est ça. Voilà, bon, oui, j'ai quelques… On me dit que la durée de vie d'un ion négatif, quand il est émis, elle n'est pas terrible. Il paraît, la personne qui m'a parlé de ça m'a dit que le ion négatif, une fois sorti
de l'endroit où il est produit est quasiment inerte très peu de temps après. Donc moi j'ai quelques doutes là-dessus. Ça se surajoute à l'aération dont je vous parle. Je comprends bien. Oui, oui, l'aération d'abord, mais en même temps j'envoie des charges ioniques qui vont bien s'étaler partout parce qu'il y a une aération. Oui, oui, sans aération, on ne fait rien. Je suis tout à fait d'accord. Ça ne se substitue pas à l'aération. Ça me conforte que vous soyez d'abord aéré et que vous rajoutiez cela. Ça ne me gêne pas trop. Mais bon, il semblerait que l'ionisation ait également quelques produits de dégradation qui ne soient pas tout à fait conseillés. Moi, j'ai vu l'odeur des charges ioniques quand j'allume, c'est tout. Oui. Mais comme j'aère, je n'ai pas cette odeur. Alors, voilà. Donc, si vous avez une odeur dans votre cabinet après avoir envoyé des ions négatifs, c'est qu'il y a des particules qui se sont fait dégrader. Oui. Donc, que valent ces particules dégradées? Que valent les produits de dégradation? Est-ce qu'ils ne sont pas plus nocifs qu'autre chose? C'est la question que je pose. C'est pour ça, vous voyez, on est vraiment dans… Moi, je m'intéresse à cela depuis peu, hein, mais on n'est pas tout à fait au fait de toutes ces techniques, quoi. Hein, mais bon, votre démarche est vertueuse dans la mesure où vous vous préoccupez de la chose. Mais sachez que rien, alors c'est pour ça que la conférence de ce soir s'appelle Inscrit dans le marbre ou dans le sable. Qu'est-ce qui va rester après de tout cela une fois que la crise sera passée, comme disait Emmanuel? Qu'est-ce qui va rester gravé dans le marbre, c'est-à-dire de quoi on va hériter définitivement et sur lequel on ne pourra pas revenir, et de qu'est-ce qui va disparaître comme autant de gadgets et de modes tout à fait temporaires et pas sérieuses qui vont disparaître aussitôt au premier passage d'une vague et qui va effacer ça sur le sable. C'est ça qui… Pour l'instant, on est vraiment, je vous le dis, hein, on est la tête dans le guidon, on est au milieu d'une crise sanitaire dont on ne connaît pas encore l'issue. Delflécy nous parlait il n'y a même pas une semaine d'une seconde pandémie dans la pandémie. On est encore les pieds dans la boue, là, hein, pour ne pas dire autre chose. Donc, laissons les choses, je dirais, venir. Je pense que la profession, pour l'instant, est au fait de tout ça. On est vraiment quand on nous voit apparaître dans les médias, on est vraiment les cosmonautes de l'univers. Hein. Vous parliez de station spatiale. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller dans une station spatiale pour rencontrer des gens en tenue de cosmonaute. Allez dans un cabinet dentaire, vous allez en voir, quoi. Les assistantes, les praticiens. On est vraiment on est au top du top, quoi. Hein. Donc là-dessus, on n'a pas de reproches à se faire, ni pour nous, ni pour nos familles. Quand vous rentrez chez vous, vous rentrez potentiellement contaminé. Hein. Donc, vous faites bien attention à vous, vous faites bien attention à vos familles et vous faites attention à vos patients. Donc, je pense qu'au niveau de la profession, il n'y a rien à redire. Donc, on n'a pour l'instant qu'à faire le dos rond et à serrer les boulons. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, apparemment, je ne vois pas d'autres questions. Donc… J'aurais une petite observation. Oui, allez-y. Pourquoi est-ce que au Japon ou en Corée, on prend les précautions pour garder ses distances, pour se saluer sans se toucher les mains, quoi. Il y a beaucoup une culture au Japon et en Corée qui fait que, même si ces pays ont été les premiers victimes du virus, c'est là où il y a le moins de décès. Et pourquoi est-ce que le Japon et les Corées en sont arrivés là? C'est parce que ces pays ont connu avant nous les pandémies. Et je pense que l'avenir, c'est notre avenir. Eh bien, elle existe déjà. Il suffit de regarder le Japon tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, c'est une petite remarque, amusante. Non, mais bon, vous n'avez pas tort, mais vous avez bien dit, et j'ai bien retenu que c'était culturel aussi. Hein. Oui. Hein, bon, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont tout à fait pragmatiques, qui observent les choses d'une façon tout à fait, je dirais, froide et sereine, et qui en tirent les conséquences. Et bon, ils ne s'embarrassent pas de tous nos débats de BFM TV pour mettre en place des mesures, et ils les appliquent et ils sont récompensés en retour. Bon, je dirais, malgré tout, c'est quand même c'est quand même l'Asie qui nous a envoyé ces cochonneries.
Je pense que ça a démarré partout en même temps. Il ne faut pas trop attaquer l'Asie. On a je pense que on est sur le même navire. Oui. Sur le même navire, l'atmosphère, elle monte jusqu'à 300 km. Après, c'est le vide. Donc, dès qu'il y a quelque chose sur le globe, c'est partout. Voilà. Et le virus et les parasites s'amusent avec nous. Voilà. Mais dire que ça vient de l'Asie, je pense que ça vient de partout, de notre mode de vie, de la mondialisation. C'est notre mode de vie qui intervient. Et ça, c'est mondial. Je dirais que la solution, elle est mondiale en même temps. Certainement, certainement. Je partage votre avis. Bon, si en guise de conclusion, j'ai un petit numéro là, de téléphone à vous soumettre, si parmi vous, même avant que n'arrive la Covid ou bien après, il y aura toujours des chirurgiens dentistes en burn-out, des gens qui ne sont pas tout à fait en forme, s'il y a un souci, vous savez qu'il y a une ligne d'écoute qui est un numéro vert, donc gratuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 0805 23 23 36, que vous pouvez appeler pour vous-même, pour un proche, ou si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui décroche, vous savez qu'il y a ce numéro. Et au bout du fil, il y a un psychologue diplômé qui vous aidera déjà un petit peu à lâcher un petit peu la vapeur, à revenir un petit peu sur Terre. Donc, sachez qu'il y a quand même des soignants, que ce soit des chirurgiens dentistes ou d'autres professions de santé, qui aujourd'hui, plus que jamais, sont en détresse psychologique. Donc, je vous demande de retenir ce numéro. Le GACD se fait d'ailleurs le relais de cette campagne de prévention des risques psychosociaux. Donc, je vous confie. Voilà. Merci, oui, en effet, merci pour votre attention et bonne nuit, comme dit le docteur Deschaux. Apparemment, nous n'avons plus de questions. Moi, je voulais vous dire, comme je vous l'ai noté dans le chat, que le replay de cette conférence sera mis sur YouTube GACD dès vendredi, donc vous pouvez retrouver tous les renseignements. Et si vous avez des demandes de sujets, de thématiques, ben, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous avez mon adresse email dans le chat, c'est pas trop compliqué. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part et puis nous ferons le nécessaire pour répondre à vos demandes. Docteur Deschaux, je vous remercie pour cette conférence très positive. Et puis, nous en avons d'autres à venir, donc nous continuerons et je vous dis merci à tous. Et je laisse le dernier mot au docteur Deschaux. C'est très gentil, Emmanuel. Merci beaucoup. Bon, je remercie encore le GACD de m'avoir offert cette tribune. J'espère pour la bonne cause. Comme vous l'avez vu, il faut œuvrer tous ensemble dans le bon sens et que la qualité se mérite. Mais la course à la qualité est une course sans ligne d'arrivée. Donc, n'allez pas vous épuiser non plus vers l'absolu. Vous n'y arriverez pas. Mais sachez que vous pouvez toujours mieux faire. Et c'était un peu le but ce soir de cette conférence, c'était de vous donner un cadre réglementaire, je dirais obligatoire, qui régit notre profession, de serrer encore un peu plus ses boulons parce qu'il y a des choses que l'on peut encore améliorer. Je vous ai donné des pistes, donc essayez de les exploiter, de les mettre en place doucement, pensez à la traçabilité, pensez à ces choses-là parce que ça va arriver et il faudra que vous soyez prêts. Et puis, si vous avez encore des petites questions à me poser, vous avez en bas, là, vous avez mon mail. Vous pouvez en prendre note. Je répondrai bien volontiers à vos questionnements. Et ce sera avec plaisir de prolonger l'échange de ce soir. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Comme dit la diapositive, je vous souhaite une bonne nuit. Je ne sais pas si vous aurez, après cette conférence, des cauchemars ou l'envie simplement de vous endormir. Certainement pas, je ne voudrais pas. Mais que vous puissiez vous endormir paisiblement parce que vous êtes tous des bons soldats et puis n'ayez absolument rien à vous reprocher. On compte sur vous et je pense que la profession compte sur vous pour entretenir notre bonne image. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bonne nuit à tous et surtout portez-vous bien. Et vous. Bien sûr, bien sûr. Au revoir. Au revoir.